Bonjour Adrien Gindre, votre invité aujourd'hui. Il est maire de la 5e ville de France, Nice. Il est président de la métropole Nice-Côte d'Azur et il est aussi vice-président du parti politique Horizon d'Édouard Philippe. Bonjour Christian Estrosi. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On va d'abord parler retraite. D'après nos confrères de RTL, Elisabeth Borne présentera la réforme prochainement, ça on le savait, mais disent-ils avec un report de l'âge légal à 65 ans. Votre parti, Édouard Philippe en particulier, avait évoqué à un moment un âge légal à 67 ans. Je précise que pour le moment, Matignon nous dit que rien n'est arbitré. Mais cet âge de 65 ans, est-ce que vous, ça pourrait vous convenir? Ou est-ce que vous dites encore, il serait idéal d'aller plus loin? D'abord, avec Édouard Philippe et Horizon, ce que nous disons, c'est que toutes les pistes doivent être ouvertes et étudiées, puisqu'on sait très bien que toutes les 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, avec l'augmentation d'espérance de vie, forcément, il faudra toujours revenir si nous voulons sauver notre système de retraite par répartition. Donc pourquoi se priver de l'opportunité d'un débat où tout soit mis sur la table? Je trouve que 65 ans est en tout cas la date la plus raisonnable aujourd'hui pour garantir de manière assez durable, naturellement en introduisant la durée de cotisation. En allongeant aussi cette durée de cotisation? Il faut l'allonger, mais il faut permettre aussi à ceux qui sont rentrés dans des carrières longues de pouvoir partir à un âge raisonnable. Plus tôt naturellement, et aussi la prise en compte de la pénibilité. Mais 65 ans, avec naturellement, dès lors que les syndicats, les représentants et salariés accepteraient de rentrer dans une forme de dialogue, un ajustement possible, car naturellement, dès lors qu'une loi de cette nature peut se faire dans le dialogue social, une réforme de cette nature peut se faire dans le dialogue social avec une acceptation où chacun fait un pas en avant vers l'autre, ce serait le mieux. Mais aujourd'hui, les syndicats, ils sont tous opposés à cet âge légal à 65 ans. Est-ce que vous pensez que le gouvernement devra tenir bon, même s'il y a des mobilisations dans la rue, même si les syndicats, comme la CFDT, maintiennent leur opposition? Mais vous prenez 64 ans. On sait que aujourd'hui, le trésor dont nous avons hérité du général de Gaulle, c'est malgré tout la réforme par répartition. Une retraite par répartition. Et si le jour où nous tuons cette réforme, le jour où nous ne sommes plus en mesure de pouvoir verser des cotisations, qu'est-ce qui se passe? On fera un pays où seuls les riches qui peuvent se payer des assurances retraite, comme aux États-Unis, pourront se la garantir, et où ceux qui n'en ont pas les moyens, comme aux États-Unis, jusqu'au dernier jour de leur vie, pour avoir un toit sur leur tête, seront obligés de travailler. Et vous pensez qu'il faut attendre d'avoir convaincu tout le monde pour faire la réforme? Parce qu'il y aura des oppositions, c'est sûr. Il faut convaincre, il faut parler, il faut dialoguer, naturellement. Mais imaginons que la CFDT dise, bon, écoutez, sur la durée de cotisation, on demande à ce qu'il y ait un ajustement. Dès lors qu'il y a un dialogue social qui permettrait d'aboutir au moins à ce qu'avec un syndicat, si ce n'est pas deux, il puisse y avoir un accord, que le gouvernement puisse réviser. Ça aurait votre préférence? Ça aurait ma préférence. Si personne n'accepte ce dialogue, alors ma préférence va pour les 65 ans. C'est très clair. Il y a une question aussi qui se pose en ce moment au gouvernement et aux partenaires sociaux, c'est celle du partage de la valeur, la question de la rémunération, les salaires, mais au-delà, participation, intéressement. Hier soir, vos camarades du parti Renaissance, autre parti de la majorité, tenaient un bureau exécutif à ce sujet. Est-ce que vous considérez qu'il faut qu'il y ait une participation obligatoire dans les PME, par exemple? Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il y a la moitié des salariés français qui ne sont pas concernés. Mais pour moi qui suis gaulliste, social, libéral, et c'est l'esprit du parti que nous avons fondé avec Édouard Philippe et Horizon, et qui nous inscrivons dans cette grande lignée de l'esprit de la participation. Comment ne pas nous réjouir de voir ce débat qui soit ouvert? Après, quel doit être le seuil? Au niveau d'une PME, il y a les petites PME, les moyennes, les grosses PME. Parce que les PME, elles vous disent attention, nous, on a déjà les prix de l'énergie, si on nous rajoute la participation, ça va être dur de tenir. Car naturellement, avec la crise, avec l'inflation, avec le coût de l'énergie, donc les charges qui augmentent pour les entreprises, la participation ne peut se jouer que dans la répartition entre la part qui revient au capital
Et ce qui revient naturellement, et ça ne serait que justice, à la part que le salarié aura joué dans la réussite. Donc vous êtes pour qu'on et dans les rémunère dividendes davantage de l'entreprise. par ces mécanismes les salariés. Toujours en prenant en compte le fait que ce qui compte, c'est d'abord la marge d'investissement qui est dégagée, car une entreprise qui ne réinvestit pas une part de son dividende dans l'innovation et dans le développement de son entreprise est une entreprise qui, à terme, ne sera plus aussi compétitive et aussi productive. Et donc, c'est la part restante sur laquelle il faut trouver le juste équilibre entre ce qui doit revenir aux actionnaires d'un côté et revenir aux salariés de l'autre. Pour aider le pouvoir d'achat des salariés, il y a encore un chèque qui est en préparation, un chèque carburant pour les travailleurs à partir du 1er janvier. Ce qui roule le plus, peut-être, les modalités sont à préciser. Est-ce que cette politique des chèques, c'est votre politique ? Nous voyons bien qu'aujourd'hui, il y a ceux qui n'ont pas un transport qui les dessert facilement, en tout cas partout où il n'y a pas de transport organisé. Et malheureusement, c'est le cas sur trop de territoires d'autres pays qui leur permettent on a besoin de la voiture pour le travail. Bon, donc, qu'il y ait sous une forme ou sous une autre, soit dans un accord avec l'entreprise, soit un accord avec le salarié lui-même, à condition de favoriser notamment le covoiturage, parce que dans un secteur géographique, on peut toujours se regrouper à 3 ou 4. Eh bien, dès lors qu'il y a cette volonté, moi je suis très favorable au covoiturage, et d'ailleurs je subventionne avec ma métropole le covoiturage. Mais donc plutôt le covoiturage qu'un nouveau chèque, si je comprends entre les lignes. Ben, en tout cas, un chèque qui accompagne le covoiturage et qui récompense la volonté de covoiturage, ça me paraît être une juste mesure. Il y a un point sur lequel vous êtes très attentif à Horizon, c'est l'état de nos finances publiques. On a un déficit qui est encore annoncé, prévu par le gouvernement, à 5% l'année prochaine. Il y a eu des alertes récemment du FMI, de l'OCDE, qui disent qu'il faut aller plus vite dans la réduction des déficits. Qu'est-ce que vous aimeriez, vous, qu'on mène comme politique aujourd'hui ? Est-ce qu'il faut baisser les dépenses ou est-ce qu'il faut plutôt baisser les impôts, ce que sont les propositions de certains, et d'ailleurs ce que va faire le gouvernement avec la CVAE, par exemple ? Bon, d'abord, le sujet de la CVAE est un sujet qui touche directement les collectivités territoriales. La CVAE, je vous le rappelle, c'est un impôt qui est basé aussi sur la croissance. Aujourd'hui, les grandes collectivités comme les métropoles et comme celle que je conduis avec 50 autres maires de notre territoire, nous avons tout mis sur l'investissement qui génère l'attractivité des entreprises et la création d'emplois. Mais vous allez perdre cette CVAE parce qu'elle va disparaître. Et donc cette CVAE, chaque année, nous apporte des résultats en croissance qui nous permettent de financer un certain nombre d'investissements et de faire face à un certain nombre de charges. Si demain, on nous dit qu'elle est supprimée, elle vous est compensée sur la moyenne qui vous est revenue les 3 dernières années, ce serait pour moi une mesure injuste. Le président de la République, la Première ministre ont évoqué un remplacement potentiel de la CVAE par une recette de TVA et de TVA différenciée en fonction des performances des territoires. Si tel est le cas, je suis totalement favorable à cela parce que ça restera un impôt en croissance pour la collectivité. Mais vous attendez des garanties du gouvernement encore. Mais j'attends des garanties du gouvernement sur ce sujet. Sur la question de la réduction des dépenses, vous êtes inquiet de voir, je le disais, que le déficit il est encore à 5%, ou vous dites, allez, c'est le bon rythme et puis ça va bien se passer ? Bon, on ne peut pas dire ça va bien se passer. Le déficit n'est jamais une très bonne chose, mais lorsqu'on parle déficit, forcément, on parle dette. Si le déficit doit être financé par de la dette qui finance des charges de fonctionnement, naturellement, c'est une mauvaise chose. Si on dit qu'on a du déficit parce qu'on a consacré une part de budget déficitaire à financer des investissements productifs qui demain peuvent compenser par de nouvelles recettes grâce à des investissements productifs une part de ce déficit, je pense que c'est un bon calcul. C'est comme la dette, il y a la bonne dette et la mauvaise dette. Alors, il y a des collectivités, c'est le cas à Paris, qui disent, vu la situation, nous on doit augmenter nos impôts. Anne Hidalgo va augmenter la taxe foncière de 56%. Est-ce que vous comprenez qu'elle fasse ce choix ? Je pense qu'elle n'a surtout pas le choix de faire ce choix. Et que, vu la situation de l'endettement de la ville de Paris, on sait qu'il y a des ratios qui font qu'à un moment,
les chambres régionales des comptes proposent, et même Bercy, la mise sous tutelle de certaines collectivités. Bon. Ce serait souhaitable qu'elle soit mise sous tutelle, la ville de Paris? Non, ce ne serait pas souhaitable du tout. Je ne le souhaite pas pour Paris. Et quel sera l'usage qu'elle en fera? Vous savez, la taxe foncière, c'est une taxe de propriétaire. Bon, comme je dis toujours, un maire, c'est un peu le président d'un syndic de copropriété. Donc, il faut que les règles soient claires entre le président et l'ensemble des copropriétaires. C'est pour en faire quel usage? Quand vous vous réunissez avec votre syndic de copropriété, vous dites, bah voilà, on vous demande de mettre au pot pour refaire la cage escalier, pour refaire les huisseries, pour refaire l'ascenseur. On sait pourquoi on le fait. Ce qui est important dans la relation entre le président d'un exécutif local comme la maire de Paris et l'ensemble des copropriétaires parisiens, c'est de savoir quel usage elles vont en faire. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, Paris est un peu difficile à vivre, que beaucoup se plaignent des conditions de mobilité, de Qu'elle serait bien déplacement. D'utiliser l'argent pour améliorer les conditions de vie. Et donc, voilà, quel usage? Il faut dire les choses clairement. Je vous augmente, c'est beaucoup. Ça va permettre d'abord de nous redonner des marges de manœuvre et ensuite les utiliser à votre bénéfice. Si tel n'est pas le cas et s'il n'y a rien à en retirer, naturellement, les Parisiens auraient toutes les raisons d'être extrêmement mécontents et je les comprendrais. Vous parlez des propriétaires. Il se trouve que votre parti, avec le Parti Renaissance, porte à l'Assemblée une proposition de loi pour lutter contre les squatteurs de logements. La gauche et les associations rétorquent que c'est un texte qui est disproportionné parce que ça va mettre globalement tous les locataires en difficulté. Est-ce que ça ne vous inquiète pas à ce point qu'on ait un texte qui finalement soit trop large et trop puissant par rapport à la réalité du problème? C'est-à-dire qu'on privilégie le locataire aux propriétaires. Moi, je dis que cette loi est une excellente loi. Je la salue, je la réclame depuis longtemps. Tous les maires de France sont confrontés à des difficultés énormes, que ce soit pour tout ce qui est squatté de biens publics ou de biens privés. À Nice, c'est le cas? Et c'est le cas à Nice, où j'ai un nombre de propriétaires qui viennent me voir en me disant « Monsieur le maire, on n'a pas les moyens, aidez-nous ». Qu'est-ce que vous pouvez leur répondre? Nous-mêmes, pour les biens publics, quand vous pensez qu'il nous faut quelquefois 6 mois à 1 an à saisir ou un tribunal administratif ou un tribunal judiciaire, selon l'objet dont il s'agit, pour pouvoir obtenir de celui-ci la décision de mettre à notre disposition la force publique pour expulser les occupants sans droit ni titre. Naturellement, il faut que ça vise en premier les marchands de sommeil, que ça vise ensuite les locataires récalcitrants et qui ne payent pas leur loyer, et que ça permette à un propriétaire, enfin si vous êtes propriétaire de votre bien, on dit monsieur, je suis chez vous, j'occupe, et puis si ça ne vous plaît pas, vous ne serez plus jamais chez vous. Est-ce que vous trouvez que c'est admissible? Il y a des gens qui sont malheureux, des propriétaires malheureux, qui n'ont même pas les moyens de se loger en louant parce que leur propriété est occupée et qu'on les empêche de rentrer chez eux. Eh bien, cette loi est une excellente loi, et moi j'irais beaucoup plus loin. Si j'étais parlementaire et que je pouvais amender, je demanderais à ce qu'on donne l'autorisation au maire de pouvoir lui-même prononcer l'expulsion immédiate, et d'utiliser la force publique tout de suite. Et puis si le plaignant n'est pas content, il fait un recours, et c'est à la justice ensuite de dire si le maire a bien fait d'expulser ou de ne pas expulser, mais que nous mettions, et comme je le fais moi, un pôle squat à disposition des propriétaires qui sont en difficulté pour les accompagner dans leur démarche juridique. Après tout, on nous empêche de le faire a priori. Laissons-nous faire a priori, et ensuite regardons a posteriori si nous avons eu raison de le faire ou pas. Vous parlez du pouvoir des maires, c'est un sujet très important et qu'il était il y a encore quelques semaines dans l'examen de la loi sur les énergies renouvelables qui permet par exemple d'installer plus facilement des éoliennes. Le Sénat a voté ce texte, mais sans le droit de veto des maires, sans l'interdiction d'éoliennes à moins de 40 km des côtes. Ce texte il va arriver à l'Assemblée. Est-ce que les députés Horizon vont le valider ainsi, sans le veto des maires pour l'installation d'éoliennes? Je souhaite que les députés d'Horizon, naturellement, insistent sur le rôle qu'ont les maires. Vous savez que
avec Édouard Philippe, nous avons voulu faire d'Horizon une formation où les maires soient au centre de la gouvernance de notre formation politique, ce qui en fait sans doute la formation politique de droite et du centre la plus moderne de notre pays. Vous êtes d'ailleurs à la tête de l'Assemblée des maires Parce du parti. que la France, c'est un territoire. Et les premiers qui ont à subir à la fois des décisions centralisées, nationales, jacobines, que nous subissons ensuite sur nos territoires dans tous les domaines, que ce soit les flux migratoires, que ce soit la sécurité, où je demande qu'il y ait un partage des responsabilités régaliennes entre les collectivités et l'État, que ce soit dans le domaine de la transition écologique et énergétique. Ce sont les maires qui sont les premiers concernés. Il n'y a pas un territoire de France qui soit le même, que vous soyez en zone rurale, en zone urbaine, en zone littorale, en zone de montagne. C'est à nous d'apprécier la situation des choses. On parle des éoliennes comme si c'était le nec plus ultra de l'avenir de l'alimentation énergétique. Aujourd'hui, il nous faut un mixte. Et on sait très bien que si on n'a pas minimum 55 à 60% d'énergie nucléaire garantie, mais il ne faut pas s'enfermer rien que là-dessus. Aujourd'hui, chez moi, on sait que le solaire, on sait que peut-être les éoliennes, mais c'est moins sûr. On sait que la géothermie avec les nappes phréatiques des fleuves, mais aussi la mer, sont des sources d'exploitation importantes. La valorisation des déchets, et j'y rajoute naturellement tout ce qui doit aussi accompagner tous les grands programmes d'isolation thermique, parce que moins on consommera d'énergie et moins on sera obligé de faire appel à de nouvelles énergies. Mais d'avoir en tout cas une répartition des choses qui fasse que vous ne soyez pas enfermé sur un seul modèle. Il y a, dans la question de l'aménagement du territoire, aussi les transports. C'est le président de la République dimanche qui a dit « Moi, je veux 10 grands projets de RER dans 10 grandes métropoles ». Je rappelais tout à l'heure, Nice, c'est la 5e ville de France. Vous n'avez pas été spontanément cité dans les villes visées. Pourtant, vous avez des idées. Vous vous dites un projet de métro, par exemple, entre la métropole et Monaco, un projet de RER qui irait vers Sofia Antipolis. À quelle échéance ça peut voir le jour et avec quel financement surtout? Qui peut payer ça? Bon, d'abord, votre question sur le financement est la bonne. Naturellement, je trouve que cette piste avancée par le président de la République est excellente. Aujourd'hui, on sait que c'est par la mobilité que nous pourrons régler beaucoup de problèmes d'émissions des CO2, des NOx, du soufre, de l'ozone, etc., etc. Bon, nous avons nous-mêmes beaucoup de difficultés à financer nos moyens de transport en commun en site propre, et pourtant nous faisons beaucoup d'emprunts pour y parvenir. Et la métropole qui est la nôtre, qui est une zone urbaine dense entre Monaco d'un côté et la technopole de Sofia Antipolis de l'autre, devrait être prioritaire pour bénéficier d'un programme comme celui-là. Donc c'est un appel que vous lancez à l'État, au gouvernement, en disant nous aussi on a besoin. Lorsque je finance ma dernière ligne de tramway, par exemple, 1 milliard d'euros sur 15 kilomètres. 1 milliard d'euros pour aller de l'aéroport de Nice jusqu'au port de Nice avec 110 000 usagers jour aujourd'hui. C'est une ligne extrêmement moderne que nous avons réalisée. C'est 1 milliard. Et quand on nous parle de 10 lignes TER qui sont forcément... bien plus coûteuses encore que bien plus coûteuses et sur des distances bien plus longues, puisque ce sont au moins des distances de 25 à 40 kilomètres. Et 17 milliards d'euros, on voit bien que le calcul de la dépense est mal évalué. Donc, naturellement, tout ça mérite d'être révisé, d'être réajusté, de voir qui participera au financement. On sait que la mobilité est aussi un des moyens sur le pari de faire baisser de 25% l'empreinte carbone à 2026, de 55% à 2030, pour aller sur la trajectoire de la neutralité carbone à 2050, c'est un des moyens essentiels. Donc il faut y mettre une bonne idée, mais il faudra beaucoup plus d'argent encore. Une question, pour pouvoir avancer sur tous les sujets qu'on vient d'évoquer, et dans quelques semaines sur un autre sujet qui est le projet de loi immigration, va falloir à l'Assemblée des majorités. Bon, le gouvernement est en majorité relative, il y a la possibilité de travailler avec les Républicains au coup par coup. Ça s'est vu.
Est-ce que vous pensez qu'un accord de gouvernement, un accord de coalition avec les Républicains, c'est encore souhaitable d'ici la fin du quinquennat, ou que si ça ne s'est pas fait, ça ne se fera pas et qu'il faut vivre sans? Mais c'est tout à fait souhaitable. Nous avons des parlementaires républicains, nous avons des sénateurs républicains, nous avons des maires républicains qui sont mes amis. C'est toute ma vie politique, c'est mon parcours politique. Donc vous dites que les 62 députés, ce n'est pas 62 opposants. Où il y a tant de choses que nous partageons aujourd'hui, si ce n'est l'essentiel. Donc ça n'a pas de sens que l'esprit de coalition pour lequel je plaide depuis maintenant 7 ans ne se mette pas en place, 6 ans. Mais vous le voyez chez Éric Ciotti, chez Bruno Retailleau, chez Aurélien Pradier, qui tous les trois concourent pour devenir président de la famille. On ne voit pas l'ouverture. D'abord, auront-ils l'autorité sur les parlementaires et sur les élus et sur les cadres du mouvement? J'en doute beaucoup. Vous voyez, est-ce que les Républicains gouvernés par un de ces trois-là, ça va garder l'esprit des Républicains tel qu'on le connaît? Quand on sait que ces trois candidats n'ont jamais gouverné, n'ont jamais dirigé une collectivité dont ils peuvent revendiquer d'avoir laissé derrière eux des réalisations importantes. Donc, une très faible expérience en matière de gouvernance, et qu'ils ont la prétention de succéder à des Chirac, à des Sarkozy, tout en les critiquant du matin au soir. Ce ne sont pas eux qui incarnent encore l'esprit des Républicains tels que je les ai connus et tels que des sénateurs, des députés et des électeurs, tout simplement, aujourd'hui l'ont connu et peuvent encore s'y reconnaître demain. Donc je crois naturellement qu'il peut y avoir un basculement naturel. Il y a aussi la question de la préparation déjà de la présidentielle 2027. Éric Ciotti l'a dit, lui, il soutiendra Laurent Wauquiez, il veut qu'il soit désigné rapidement. Dans le magazine l'Obs, Laurent Wauquiez dit « En 2027, c'est pas la Macronie qui succédera à Macron. En 2027, ce sera soit moi, Laurent Wauquiez, soit Marine Le Pen. » Qu'est-ce que ça vous inspire ? Ou peut-être les deux ensemble, puisque au fond, son candidat, puisque les autres sont des enfants de cœur à côté, hein. Bon, je le connais bien, pour en avoir fait un député et lui avoir confié ma succession à la présidence du Conseil général des Alpes-Maritimes, est prêt à tout. Il était aux législatives dans un accord avec Zemmour qui lui a évité d'avoir un candidat de Zemmour, avec un accord avec le Front National qui lui a permis de désigner lui-même une candidate qui n'a pas fait campagne contre lui aux élections législatives. Si toutes ces conditions n'avaient pas été remplies, sans doute aurait-il été battu. Il serait là, il contesterait votre analyse. Mais bon. Aujourd'hui, au fond, que Wauquiez pose cette question, si demain, et ce sera sûrement le cas, les Républicains sont dirigés par l'individu que vous venez de citer. Éric Ciotti. Il y a d'ailleurs peu de doutes sur l'issue, hein, les deux autres étant vraiment des enfants de cœur à côté de lui en termes d'expérience et d'utilisation des méthodes électorales expérimentées par le passé. Vu les accords qu'il a déjà passés pour son propre compte il y a quelques années de cela, après s'être engagé derrière moi, derrière Sarkozy, derrière Fillon, derrière Barouin, il a toujours été le numéro 2 de quelqu'un. Il s'engage à être le numéro 2 d'un Wauquiez. C'est sans doute pour apporter à Wauquiez aussi l'esprit de rassemblement de toutes les extrêmes droites qui soient, comme il les a pratiquées lui-même. Ça c'est dit. Éric Ciotti ne serait pas d'accord avec vous, mais au moins on a eu votre regard ce matin. Merci beaucoup, Christian Estrosi. Pour être prêt à tout. Merci d'avoir accepté notre invitation.